Bon, bah, chère Laurence, nous y voilà. Nous y sommes. Ces journées du pardon, ça fait un moment qu'on en parle ensemble. Et déjà, merci pour ton soutien aussi dans la préparation de ces journées. Tu as toujours été là, à nos côtés, avec une disponibilité qui me surprend énormément. Plus fort, je recommence alors. Je disais que Laurence a été là à nos côtés, comme plein de monde de toute façon, mais voilà, à l'amont pour nous aider à préparer les choses. Voilà, ça c'était du plus, c'était du cadeau, c'était du bonus. Merci Laurence pour ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai rencontré Laurence, évidemment, au travers des enseignements du docteur Lascaux. Docteur Lascaux, j'ai eu le bonheur de le... Alors, pas de le rencontrer directement, mais en tout cas, d'être à son écoute, en présence, à Genève, à la première édition de la Journée internationale du pardon. C'est pas la même chose, hein, c'est tous les 18 septembre. Et moi, j'ai été réellement impressionné par cet homme. Alors, par ce qu'il disait, d'une part, évidemment, mais par... on parlait d'un certain rayonnement tout à l'heure avec Marie-Laure. Ça m'a touché énormément. Et ça continue. Moi, j'ai été vraiment impressionné par l'expérience du docteur Lascaux, par son parcours, son approche, ce travail de toute une vie, au service finalement de la vie. J'ai été aussi subjugué par cette lumière d'amour, voilà, comme je le disais tout à l'heure, que diffusait cet homme. Et puis, à la lecture de ses livres, enfin c'était deux à l'époque, hein, Guérir par l'amour et Pardon d'amour, où tout est dit. Soyons très clairs et très synthétiques. Tout est dit. Mais j'ai eu vraiment envie de me plonger dans la pratique à la suite de la lecture de ces deux livres. Et je me suis inscrit c'était un post encore Covid, on va dire, donc c'était plutôt à distance. Et voilà, je me suis inscrit à deux webinaires que tu organisais sur 2 week-ends. Et puis on a eu la possibilité d'échanger. Alors comme vous le savez, avec Séverine, on a un lieu tout près d'ici, on accueille des stages. Et on a proposé à Laurence. Ça, c'est formidable parce que ça s'est enclenché tout de suite. Et puis, l'aventure a commencé l'année dernière. Déjà, on a partagé trois gros week-ends de stage avec Laurence. Bon, je vous passe les détails. Il n'y aura qu'à venir, parce qu'il y en a d'autres cette année. Il y a 3 nouveaux stages cette année à Saint-Privat-d'Allier qu'on organise avec Laurence. Donc, voilà. De toute façon, tu vas en parler beaucoup mieux que moi de tout ça, donc je vais te laisser faire. Tu fais aussi en Belgique, tu viens de Belgique, Laurence. Tu as un petit accent quand même qui permet de le savoir. Et tu organises aussi des stages en présentiel, là, depuis cette année, à Godin. Oh yes. Godin, en Belgique, certaines personnes connaissent. Et voilà, ça a l'air d'être un lieu magnifique. On n'a pas eu l'occasion de s'y rendre encore, mais franchement, ça a l'air très beau aussi. Donc voilà, il y a le choix entre l'Auvergne. Donc on a l'exclusivité, je crois que tu le disais hier, des stages de Laurence en France, en tout cas. Donc c'est dans le quartier. Si vous aimez la région, c'est voilà. En tout cas, moi, je te cache pas la joie que Séverine et moi, on a de pouvoir t'avoir avec nous. Mais on n'en a jamais douté que tu serais là, présente, totalement présente. Et puis, je vais te passer la parole, Laurence. Merci beaucoup, Christian. Je voulais vous partager cette petite vidéo qui dit en quelques minutes vraiment l'essentiel de l'approche du docteur Lascaux par rapport au pardon, puisqu'on est ici pour parler du pardon. Le pardon ne demande en aucun cas d'approuver ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni cautionner, ni aimer les autres quoi qu'ils aient fait. Pardonner, c'est choisir de lâcher tout attachement au ressentiment, à la colère, à la rancœur, au désir de blâmer, de juger ou de punir. Pardonner, c'est lâcher l'identification à notre histoire. Lâcher cette histoire d'abandon, d'abus, de trahison, de maltraitance, d'injustice. Et nous le faisons pour notre propre croissance et notre propre évolution.
Au fond, le pardon ne concerne personne d'autre que nous-mêmes. Pardonner, c'est lâcher le poids de la mémoire. Et quand nous lâchons cet attachement à notre histoire, quand nous lâchons l'illusion d'être cette histoire, avec ses expériences et ses souvenirs, quand nous lâchons véritablement cette illusion, il ne reste rien d'autre que l'amour, la paix et la liberté. La liberté d'être exactement tels que nous sommes, sans ces blessures chéries qui conditionnent notre vision de l'existence. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Ouais, merci Christian. Et tout de suite après cette petite vidéo, j'aurais vraiment envie de vous inviter à faire 1 minute de silence. Je vois que vous me faites signe pour parler plus fort, parce qu'on est vraiment dans un symposium, donc il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'informations, et c'est le but bien évidemment, mais je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant de prendre ne fût-ce qu'une seule minute pour écouter le silence. Où finit le silence et où débute celui qui l'écoute? Cet espace de silence paisible et serein, c'est le cœur de notre pratique, la pratique du Dr Lascaux. Montez le son, je crois que je dois... Ah, merci, merci. Ça va, vous m'entendez mieux comme ça? Ok. Voilà, donc je disais que cet espace de silence, toujours paisible et serein, c'est vraiment le cœur de notre pratique. C'est dans cet espace de conscience, antérieur aux pensées, antérieur au jugement, antérieur aux perceptions, dans lequel vraiment on a envie non pas d'atteindre ou d'aller, mais de revenir. Parce que l'approche du Dr Lascaux est une approche holistique, non duelle, et donc dans tous les processus, dans tous les enseignements, dans toutes les expériences directes que le Dr Lascaux propose, on vise non pas à acquérir des informations ou d'autres expériences, mais à dissoudre les voiles qui entravent
l'accès, la porte d'accès à cet espace antérieur aux pensées, où nous vivons vraiment toujours paisible et serein, ce que nous appelons dans notre approche notre véritable nature, notre nature essentielle. Et donc tous les processus du Dr Lascaux visent à faire l'expérience directe de la dissolution de toutes nos croyances, tous nos conditionnements qui entravent l'accès à cet espace. Alors, j'ai commencé en disant que j'allais pas parler de mon parcours, et c'est vrai, c'est pas du tout l'objectif. Néanmoins, peut-être 2 minutes d'explication pour que vous compreniez pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui. Alors, en version courte, parce que c'est quand même 20 ans de recherche. Mais donc, pour résumer brièvement, à la fin de mes études universitaires, j'ai fait une expérience de mort imminente. Voilà, j'ai eu un AVC qui a vraiment transformé ma vision de l'existence, ma vision de la mort, mais aussi ma vision de la vie. Et je savais confusément que cette expérience allait vraiment conditionner, si je puis dire, pour le coup, tous les choix que j'allais faire dans ma vie ensuite. Et j'ai vraiment cherché à incarner ce que j'avais découvert au cours de cette expérience, à savoir un amour infini, transcendant, tellement absolu que c'est difficile quand on a vécu une expérience comme celle-là de ne plus de faire des choix qui sont des choix à moitié. On a envie d'être pleinement dans ce chemin, et je suis certaine que beaucoup parmi vous, si pas tous, ont vécu à un moment donné, même furtif dans l'existence, un moment d'unité comme celui-là. On n'est pas obligé de vivre une expérience aussi extrême pour pouvoir réaliser la nature essentielle de l'existence, évidemment, fort heureusement. Alors, pour résumer très brièvement, j'ai cherché vraiment très longtemps une pratique qui pourrait me permettre d'être et d'incarner vraiment cette expérience d'amour inconditionnel et infini dans ma vie de tous les jours. Et après 20 ans, j'ai découvert le Dr Lascaux. Alors, ça a été une évidence absolue dès l'instant où il est entré dans la pièce. J'ai fait mon premier stage avec lui à Paris en 2014. J'ai su vraiment instantanément que ma quête avait pris fin. Et ça, c'est un sentiment que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous, vraiment. C'est extrêmement paisible. Il y a des enseignements, bien sûr, mais surtout, il y a des outils. Les processus, dont le processus de pardon, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais je trouvais, comme Christian l'a dit, que le Dr Lascaux est un être qui manifeste une paix vraiment profonde, très incarnée. Il est vraiment ce qu'il enseigne. Et pour le côtoyer depuis plus de 10 ans maintenant, vraiment de manière très régulière et intime, et pour avoir aussi fait l'expérience de situations qui auraient pu révéler un être qui ne serait pas en cohérence éventuellement avec ses enseignements, je peux vous dire que c'est absolument pas le cas. Et je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Bien sûr, il y en a plein d'autres, loin de moi l'idée que c'est la seule et unique voie, évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est très important, puisque aujourd'hui, voilà, j'ai la joie et le privilège d'assurer la continuité de ces enseignements. C'est aussi très important de toujours ramener à la source, et la source dans sa lignée, c'est-à-dire lui, et de vous montrer sa photo, de partager sa présence. Et pour moi, c'est indissociable, évidemment. Je ne pourrais pas enseigner sans ramener ces enseignements à lui et à son être. Ok, donc ceci étant dit, la chose importante à vous dire aussi sur le parcours du Dr Lascaux, je vais devoir aussi résumer, mais je vous invite à aller parcourir son site internet qui était affiché ici, www.lascaux.net, pour avoir plus d'informations sur son parcours si vous le souhaitez. Et évidemment, il y a aussi les 3 livres. Dans l'ordre, il a d'abord écrit Guérir par l'amour dans les années 80, qui est plutôt centré sur la guérison du corps physique et les dimensions énergétiques. Vous comprendrez à la lecture du livre suivant qui s'appelle Pardon, en 2 mots, d'amour,
que ses recherches initiales l'ont mené à découvrir la puissance de l'amour et du pardon dans la guérison, mais c'est aussi, tout le livre en fait, c'est une explication du jeu de l'éveil et des portails dont je viens de parler pour pouvoir accéder à cet espace toujours paisible et serein où on peut vraiment s'offrir à soi-même amour et liberté. C'est vraiment la raison de ce titre. En anglais, Forgiving Love. En anglais, pardon, c'est forgiveness. Donc, il y a un jeu de mots que nous avons gardé dans la traduction en français, pardon d'amour. Le docteur Lascaux dit que pardonner, c'est pour se donner à soi-même amour et liberté. Et il a sorti, il y a 1 an, ce 3e livre qui n'est pas encore disponible en français, mais ça ne saurait tarder, et qui est vraiment la quintessence de toutes ses recherches, de tous ses enseignements, et aussi de ce qu'il a découvert vraiment au travers de son expérience de vie, qui s'intitule « Choose Peace Now », choisis la paix maintenant. Tout est lié. Et il y a vraiment une évolution très très marquée dans ses recherches et dans sa manière de transmettre et d'enseigner et puis de partager les processus qu'il a conçus. Et donc, comme je viens de vous le dire, vous pourrez découvrir vraiment tous les détails sur son parcours sur son site ou dans les livres, mais pour résumer brièvement, il a, au cours d'une méditation, reçu une révélation que son travail était de guérir par l'amour. Il a vraiment entendu « Your work is to heal with love » et sur le moment, c'était très très intense. Donc, c'est pas quelqu'un de particulièrement émotif, mais là, il a vraiment ressenti une révélation qui lui a fait couler les larmes. Et du coup, guérir, évidemment, étant médecin, gynécologue, obstétricien, c'était quelque chose qui entrait dans sa compréhension. Par l'amour, ça devenait déjà beaucoup plus questionnant. Et donc, il s'est lancé petit à petit, à travers d'autres expériences qu'il a vécues dans sa vie, sur des recherches pointues, scientifiques, sur le potentiel de l'amour dans la guérison. Et le pardon est venu ensuite aussi compléter ce que nous appelons le processus de tracing qu'il a mis au point au départ de ses recherches. Alors, puisque je suis ici pour parler du pardon, je vais me centrer sur ce processus en particulier. Mais avant cela, je trouve important de vous expliquer que, étant gynécologue obstétricien, il a toujours été fasciné par le fait que les femmes, même au moment d'accoucher ou juste après avoir accouché, quand même assez souvent dans la douleur, pouvaient dire dans le même temps que c'était le plus beau jour de leur existence. Et donc, il a été vraiment interpellé par ce processus neurobiologique naturel qui, et ça c'est une bonne nouvelle, n'est pas réservé exclusivement à cette expérience-là. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on comprend cette découverte qu'il a faite à l'époque. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment intuitif. Il a vraiment observé ses patients et il s'est interrogé sur ce qui se produisait pour que, la nature étant bien faite, les femmes, même en ayant accouché dans la douleur, puissent quand même enfanter à nouveau. Et donc, sa pratique repose vraiment sur ce processus neurobiologique qu'il a découvert à travers cette observation. Il y a 4 étapes dans la guérison que nous proposons dans notre approche. Je précise, même si je l'ai dit déjà hier, que c'est une approche qui se vit en accompagnement individuel. Tout à l'heure, il y a divers facilitateurs certifiés ici qui se lèveront pour que vous puissiez les identifier et pour que vous puissiez aussi leur poser des questions si vous en avez envie. Donc c'est un accompagnement individuel. Et il y a 4 étapes. La première étape, c'est la reconnaissance. Le docteur Lascaux dit qu'on ne peut pas guérir ou transformer une problématique, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle ou spirituelle, si on n'a pas d'abord reconnu ce qui est problématique et quelles sont aussi, c'est la deuxième étape, quelle est la charge émotionnelle qui s'exprime à travers cette problématique. Et donc on peut raisonner avec toute la charge émotionnelle qui est associée à cette problématique que nous voulons transformer.
La troisième étape, c'est la libération de cette charge émotionnelle que nous pouvons vivre dans les processus qui sont proposés. Et ça nous permet, quatrième étape, d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle lecture de notre existence qui n'est plus conditionnée par le vécu, par les croyances, par les conditionnements, etc. Alors, ce qui se produit, et c'est la raison pour laquelle il a vraiment conçu les processus de cette manière, aujourd'hui on sait que quand on revit une expérience douloureuse, quand on la vit, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on libère des hormones de stress. Et les hormones de stress déstabilisent la mémoire à long terme. Ce qui signifie que si on observe vraiment avec rigueur les processus tels qu'ils sont conçus, on peut commencer par reconnaître la problématique que nous voulons transformer, observer aussi toutes les émotions qui sont associées, voir comment elles se manifestent dans notre corps et se servir de cette expérience pour libérer les hormones de stress, remonter éventuellement dans le cadre du processus de tracing à une situation d'origine où ce schéma dysharmonieux s'est manifesté, ou s'est engrammé, on pourrait dire, réaliser toutes les croyances qui se sont installées en nous-mêmes. Je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas désiré. Quoi que je fasse, je parviendrai jamais à me conformer aux attentes que je pense qu'on fait à mon sujet, parce que tout est question de perception, évidemment. On transforme dans notre approche, on ne transforme pas forcément la réalité, on transforme la perception que nous avons de la réalité à un certain moment donné. Le tracing, typiquement, permet de remonter souvent à la petite enfance, parfois in utero et autres. Et à ce moment, quand on revit cette expérience dans un état de conscience un peu modifié, on peut vraiment réaliser à quel point on est conditionné. Toutes les croyances que nous avons à propos de nous-mêmes, telles que je viens de les citer, mais aussi les croyances que nous avons à propos des autres. Les autres ne me comprennent pas. Je dois lutter pour me faire une place. Ils sont meilleurs que moi, etc., etc. Et aussi par rapport à l'existence. La vie est hostile. La vie est souffrance. C'est une croyance. Le docteur Lascaux dit toujours que, bien sûr, on évolue parfois malheureusement dans la souffrance, mais on évolue aussi dans la joie. Et ça, c'est très important dans notre approche. Et le processus de pardon, il est aussi basé sur ce processus neurobiologique que je viens de vous expliquer. Ce qui se produit quand on a libéré les hormones de stress, qu'on a reconnu toutes ces croyances qu'on a à son sujet ou à propos des autres ou de la vie, vu qu'elles sont reconnues, qu'elles sont accueillies, on peut aussi les relâcher. C'est la troisième phase de la guérison dans l'approche du docteur Lascaux. Et quand on les relâche, qu'est-ce qui se passe? On crée un espace qui est vide de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, et c'est parce qu'on a recréé cet espace qu'on peut vraiment se réaligner avec ce que nous appelons notre nature essentielle et transformer la perspective que nous avions, parce que, étant libéré par cette charge émotionnelle, ou de cette charge émotionnelle, pardon, on peut vraiment ressentir toutes les énergies de force vitale qui n'attendent que de s'exprimer. La créativité, la sécurité, l'unité, la liberté d'être exactement tel que nous sommes. Ça, c'est vraiment la notion d'amour inconditionnel qui est à la base de notre pratique. Nous autoriser à nous aimer exactement tel que nous sommes. Le secret, dit le docteur Lascaux, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. Et il dit aussi que nous avons souvent 3 idées fausses au sujet du pardon. La première, c'est que pardonner signifierait cautionner ou approuver. Idée fausse, idée reçue. La deuxième signifiera que c'est oublier ce qui s'est passé, ou ce qui a été dit, ou ce qui a été fait. Et la troisième idée fausse, c'est penser que le pardon concerne quelqu'un d'autre que soi-même. Alors, ça peut paraître paradoxal, ce que je viens de dire,
quand vous allez savoir qu'il y a 2 étapes dans le processus du pardon du docteur Lascaux. La première étant de pardonner à quelqu'un d'autre que soi-même. Et dans notre approche, pour les raisons que je viens d'expliquer, qui sont complètement neurobiologiques, nous offrons à la personne que nous accompagnons un espace pour pouvoir vraiment reconnaître la souffrance qui existe dans cette relation, quelle qu'elle soit. De l'amour aussi, éventuellement, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été reçu, ou de la colère, de la tristesse, peut-être l'envie de blâmer, de juger, de punir. Tout peut s'exprimer dans cette première phase, dans l'approche du docteur Lascaux. Et ça se fait en silence. Ça veut dire que l'espace est vraiment créé pour que le mental soit déjoué, qu'il n'y ait pas de censure, ou du moins le moins possible, et que, en tant que bénéficiaire, on puisse vraiment reconnaître la totale mesure de la charge émotionnelle qui existe quand on fait vraiment cette introspection de comment se joue la relation avec la personne que nous avons choisi de pardonner ou de libérer. Typiquement, par exemple, quand il s'agit de nos parents, c'est pas si simple d'être capable de reconnaître les conditionnements dont on a, entre guillemets, souffert. Parce qu'on sait, bien évidemment, que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais ce qui est complexe, c'est que le mental aime bien de penser ça parce que ça nous met à distance d'une souffrance éventuelle. C'est un processus d'évitement qui est important d'observer, parce que ça nous permet de vraiment réaliser que même si on sait, par exemple, que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, il n'empêche que nous avons grandi avec certaines croyances, certains conditionnements qui sont issus de cette expérience. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le processus est vraiment conçu pour permettre à la personne qui le reçoit, qui l'expérimente et qui le vit, d'aller très, très, très en profondeur, observer la charge émotionnelle qui est là et qui parfois est tellement refoulée que soit elle n'est pas reconnue, soit elle est inexprimable. Et comme ça se fait en silence, tout peut être exprimé. Il n'y a pas de censure. Et du coup, on lance le processus neurobiologique qui est la sécrétion d'hormones de stress, on déstabilise la mémoire à long terme. La mémoire à long terme. Ce qui signifie que, bien sûr, on garde les souvenirs de notre existence, mais on ne va pas conserver l'émotion qui est associée au souvenir. Et c'est ça qui permet de revenir dans l'existence une fois qu'on a libéré, avec une nouvelle lecture. On est libre. On est libre de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Le docteur Lascaux dit souvent que le but du processus de pardon n'est pas d'aimer l'autre. Ça peut se produire, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'observer toutes les charges émotionnelles qui nous conditionnent, de les libérer et de nous offrir à nous-mêmes amour et liberté. Et par phénomène de résonance, une fois qu'on est en amour pour soi, oui, on peut être en amour avec autrui, qui que ce soit. Je voudrais préciser que je tiens beaucoup à laisser un espace de questions-réponses, parce que par expérience, quand je donne des conférences, je sais que les questions sont hyper pertinentes et qu'elles me permettent d'ajouter des choses que parfois je ne dis pas d'emblée. Et donc, d'ici une quinzaine de minutes, je vous laisserai un espace pour poser toutes les questions. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'approche du docteur Lascaux, comme vous l'aurez compris avec ce que je viens de partager, il y a vraiment une base cartésienne, scientifique, qui a beaucoup d'importance. Et elle s'allie vraiment avec une dimension spirituelle qui est vraiment fondamentale. Donc il y a vraiment cette alliance entre la science et la spiritualité. Parce que nous aboutissons les processus avec un processus d'amour inconditionnel qui permet parfois pour certaines personnes de vivre
une expérience d'amour infini, complet, total, sans limite, au-delà de la compréhension, dit toujours le docteur Lascaux, peut-être parfois pour la première fois. Mais avant d'en parler, je voudrais dire qu'il y a, comme je l'ai expliqué au début, 2 étapes dans le processus de pardon. La première étant choisir de pardonner quelqu'un d'autre que soi-même. La deuxième étape, c'est de se pardonner à soi. Et donc, on peut se souvenir d'incidents précis que nous avons vécus dans la petite enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte, où on a manqué d'amour pour soi-même, des moments où on s'est jugé, blâmé, des moments donc où on a manqué d'amour pour soi et aussi éventuellement pour les autres. En fait, le processus, il est hyper rigoureux, les mots sont précis, et le docteur Lascaux insiste beaucoup sur cette rigueur, parce qu'avec 40 années d'expérience, il sait que si un mot est omis, il y a une porte qui n'est pas ouverte pour certaines personnes. Parce que certaines personnes, par exemple, sentent plus facilement qu'elles ne peuvent visualiser. D'autres personnes, c'est l'inverse. Et puis, en fonction du vécu, il y a des mots qui vont résonner et d'autres pas du tout. Et donc, tout est conçu pour que ça parle à chacun et à chacune, quel que soit le vécu. Donc, il y a cette deuxième partie qui est vraiment magnifique. Les personnes qui ont été témoins de la démonstration hier et puis celles qui l'ont vécu pourront peut-être témoigner tout à l'heure. C'est un moment de réconciliation profonde où on peut vraiment sentir l'amour pour toutes les parties de notre être. Et c'est en cela qu'on peut faire l'expérience de la complétude, de l'unité, qui est notre essence. Par essence, dit le docteur Lascaux, nous sommes complets. C'est le vécu, c'est les conditionnements qui nous donnent l'illusion de la séparation. L'illusion de la séparation avec soi-même, avec les autres, mais aussi avec notre véritable essence, ce que dans notre approche nous appelons la source. La source est une et se manifeste sous les multiples formes que nous sommes chacun et chacune ici réunis, et bien au-delà évidemment. Ça, c'est vraiment la dimension transcendantale de l'approche du docteur Lascaux, c'est-à-dire on est plus dans notre approche, je dirais, centrée sur une guérison qui se passe à la verticale, c'est-à-dire on se réaligne avec notre véritable nature qui permet de faire fondre toutes les croyances et tous les conditionnements, qui dissolvent vraiment les voiles qui se superposent sur notre véritable nature, plus que dans une quête à l'horizontale, je dirais, de réparation avec tous les êtres ou nos proches. On retrouve cet espace initial, toujours paisible et toujours serein, antérieur aux voiles qui se mettent sur notre véritable nature. Dès l'instant où on est jeté dans le monde, on vit avec cette illusion de séparation. Et le docteur Lascaux avait souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas notre histoire, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos croyances, nous ne sommes pas nos conditionnements. Et donc, on peut passer sa vie entière à chercher à comprendre nos expériences de vie, à chercher à les guérir, ou prendre l'ascenseur et aller directement à la verticale dans cet espace où on réalise que nous ne sommes pas cette histoire. Nous ne sommes pas cette histoire d'abandon, nous ne sommes pas cette histoire de trahison, de maltraitance, d'abus. Mais je voudrais dire une chose très importante, c'est que on ne la nie pas pour autant. Dans le processus, au contraire, on va à travers. On passe à travers cette expérience de vie, aussi douloureuse puisse-t-elle être, mais on l'embrasse tellement, on l'accueille, on l'embrasse tellement qu'on la transcende. C'est la raison pour laquelle j'avais intitulé ma conférence « Pardon, une voie d'éveil au-delà des blessures chéries ». Le docteur Lascaux ne parle pas de blessures du cœur, il parle des blessures chéries, dans la mesure où nous avons tendance à nous attacher à ces blessures, parce qu'on sait qui on est. On s'est constitué une identité au départ de ce vécu. Et on n'a pas la moindre idée de qui on va devenir si on lâche.
C'est la raison pour laquelle le docteur Lascaux pose cette question vertigineuse. Qui seriez-vous sans vos blessures chéries? Non pas qui vous êtes avec ce vécu, mais qui vous seriez sans vos blessures chéries. C'est un renversement de perspective qui est déconcertant pour beaucoup de personnes qui ont cheminé longuement dans les milieux thérapeutiques. On renverse la perspective. Qui seriez-vous sans vos blessures chéries? Je vais jeter un œil sur ma structure, mais je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. Oui, j'ai dit vraiment ce que je trouvais important de partager. Et comme je l'ai dit, je pressens qu'il y a beaucoup d'ajustements qui vont se faire si je vous laisse la parole. Et j'ai vraiment envie de le faire. Donc, à vous le studio. Il nous reste, je dirais, il nous reste une demi-heure, parce qu'en fin de conférence, je voudrais vraiment donner la possibilité aux facilitateurs ici présents de montrer leur visage pour que vous puissiez vous adresser à eux ensuite. Oui. Je vais répéter si je t'entends. Une petite question discrète. Tout à fait discrète. Merci pour votre présentation. Je ne connaissais pas du tout le docteur, mais ça se rapproche d'énormément de pratiques et de choses que j'ai déjà faites par ailleurs. J'ai touché, moi aussi, à de nombreuses reprises, des moments d'unité et de... Voilà. Où tout est indicible, forcément. Oui. Mais j'ai remarqué aussi que ça... J'allais dire ça se referme. Et que régulièrement, on revisite des blessures et que ça ne s'arrête jamais. Alors, je ne demande pas une explication, mais quel est, du coup, votre point de vue là-dessus? Parce que identification, bref, vous avez compris? Oui. On ne fait que ça. Oui. C'est infini. Merci pour cette excellente question. Que tout le monde se pose, j'en suis sûre. Oui, oui. Je dirais deux choses. Bien sûr, je suis ici pour partager l'approche du docteur Lascaux, donc je vais parler de sa pratique, qui est celle que je connais. Je vois dans ma pratique, ça fait 10 ans que je donne des séances individuelles et je n'ai pas d'autres pratiques. Donc j'ai vraiment une observation quand même assez conséquente. Que la dimension neurobiologique que je viens d'expliquer ici permet vraiment de sortir de ce phénomène d'oscillation. Parce que la mémoire a été déstabilisée à long terme et reconstituée. C'est vrai, j'ai oublié de dire que, et c'est fondamental, merci, que bien sûr, en tant que facilitateur, déjà un mot sur le terme, nous ne nous appelons pas thérapeutes, nous nous appelons facilitateurs, parce que nous partons d'une posture qui est fondamentale dans notre approche, qui est que la personne sait retourner à sa véritable nature forcément, puisque c'est sa nature profonde. Donc, on n'a pas d'informations à donner, on n'a pas d'avis, encore moins à donner. On facilite la personne à travers ce procédé pour qu'elle retrouve l'accès. On parle de portail dans notre approche. On retrouve l'accès à cet espace d'unité qui est toujours paisible et serein, qui est toujours présent, déjà. Juste, on n'a pas l'accès de manière durable. Mais les processus du Dr Lascaux, avec ce processus neurobiologique, permettent vraiment de lever les voiles et de pouvoir vraiment enraciner durablement cette ouverture du cœur et cette ouverture de la conscience, parce que on n'est
plus ou plus autant. Je peux pas être aussi catégorique, ça dépend de plein de choses, mais on n'est plus autant ramené dans nos vieux schémas parce qu'on a vraiment libéré beaucoup de charges émotionnelles. Ceci étant dit, il nous apparaît aussi fondamental de cultiver une pratique de méditation ou d'outils de guérison. Après le processus de tracing, on propose des outils de guérison pendant 21 jours, pour la raison que tout le monde connaît. On sait qu'il faut 21 jours pour acquérir une habitude et 21 jours pour s'en défaire. Et donc, en fait, on utilise des éléments qui ont été ressentis par la personne qui reçoit le processus, qui ont été intégrés parce que l'énergie a été vraiment ressentie et elle a irradié toutes les cellules. Si on propose des outils de guérison, on vient réactiver constamment cette expérience, qui n'est pas, chose très importante dans l'approche du Dr Lasko, un état temporaire, mais qui est un espace. Et cette distinction, je me souviendrai toute ma vie de ce moment où le Dr Lasko m'a partagé cet enseignement qui a changé mon existence. Un état, la paix, on a tendance à penser un état est vraiment conditionné par des circonstances extérieures. On peut vivre une expérience qui facilite un état paisible et serein, bien sûr. Mais c'est important de réaliser que si on trouve la porte pour aller dans cet espace antérieur où on commence à s'identifier à nos pensées, à nos croyances, à nos jugements, à nos perceptions, etc., on accède à un espace de conscience qui, lui, est toujours là. Il suffit d'avoir la porte d'accès pour qu'il soit en permanence. Et donc, on peut, avec de la pratique, avec un chemin, je dirais, de guérison des blessures chéries, qui ensuite peut mener vers un chemin d'éveil, on peut utiliser les mêmes outils pour vraiment asseoir cette transformation et l'ouvrir de plus en plus pour justement être de plus en plus dans cette personnalité. Bien sûr, on doit quand même revenir dans le monde avec une personnalité, c'est important, mais elle n'est plus conditionnée. Et donc, on n'est plus en réaction avec les personnes que nous rencontrons ou les situations qui s'offrent à nous. Tout le monde extérieur, bien sûr, existe, mais nous ne sommes plus en réaction, nous sommes en action. Le Dr Lasko dit que l'action pure découle de l'être pur. J'anticipe une autre question parce qu'elle vient toujours, c'est oui, mais si on accède à cet espace, on se retire du monde et est-ce que c'est pas quand même important d'être engagé dans le monde? Soyons clairs, nous n'avons absolument pas dans notre approche la posture de retrait du monde et de la société. Au contraire, là, c'est très important, une fois qu'on a pu vivre cette guérison profonde, de revenir dans le monde et de pouvoir rayonner cette paix. Oui, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, on répond jamais vraiment. Hein. Oui, j'ai vu. Hop. Ah. Oui, c'est important, effectivement. Excuse-moi, j'ai oublié de dire que c'est pas, enfin, bien sûr, on peut pratiquer d'autres méditations aussi, mais le Dr Lasko a 4 méditations fondamentales. Une méditation que nous appelons la focalisation consciente sur le cœur, qui permet justement de réaliser que en 1 minute, on peut se placer dans cet espace vraiment paisible et serein, et même joyeux, dans la gratitude, etc. On a aussi la respiration d'harmonisation, qui, en apparence, semble issue du yoga, mais donc on a 7 cycles de respiration alternés, mais on n'utilise pas les doigts, parce que le Dr Lasko, donc on ne bouge pas les narines, le Dr Lasko, en laboratoire, a vraiment vérifié que, je dis ça sans comparaison aucune, hein, loin de là mon idée, mais quand on bouge un membre, on génère un influx nerveux. Et donc, on ne sait pas synchroniser complètement les hémisphères du cerveau. Et donc, on imagine simplement qu'on inspire par une narine et qu'on expire par l'autre. Et puis, il y a 3 cycles de respiration simultanés. Et bon, je vais rapidement, hein, mais tout est dans les livres, hein, si ça vous intéresse.
Et on peut vraiment finir par expirer par le sommet de la tête et faire l'expérience de cette conscience non locale dans laquelle on peut prendre refuge et choisir la paix. Et donc on installe, si on pratique, parce que tout le monde est, ce qui est très étrange, c'est que tout le monde est vraiment convaincu des bienfaits de la méditation, mais qui applique vraiment la méditation dans son quotidien? Très peu de gens. Alors que 5 minutes suffisent. Et puis on a aussi une respiration d'ancrage, d'alignement et de centrage, avec un champ de lumière. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout dire malheureusement, même si l'envie ne manque pas. La question c'était, donc vous avez dit que c'est important, très important de revenir dans le monde en action à partir de cet espace de paix, si je résume correctement. Et dans vos 10 ans de pratique, est-ce que, comment dire, vous avez rencontré des personnes qui auraient choisi, qui auraient eu du mal à choisir, qui auraient eu du mal à retourner dans le monde à partir de cet espace et faire des nouveaux choix, de l'action? Non. Non, mais je pense que la raison est simple. C'est qu'il y a une autre chose que je peux observer, et les facilitateurs ici présents pourront en témoigner aussi. Je crois que les personnes qui s'adressent à nous, qui sollicitent un accompagnement individuel, sont prêtes. Elles ont beaucoup cheminé, elles sont pour la plupart très conscientes ce que je devrais dire, c'est qu'elles sont très conscientes des blocages, de l'entrave, du vécu douloureux, et il a été suffisamment observé sous toutes les coutures que pour vivre cette libération qui est vraiment potentiellement complètement transformatrice. Donc bien sûr, il y a toujours la crainte, parce que comme je le disais, on sait qui on est avec toutes ces blessures, on n'a pas la moindre idée de qui on va devenir si on ose les lâcher. Mais vraiment, comme on pose... Oui, c'est vrai, j'aurais dû dire ça. Donc, dans l'accompagnement individuel, il y a une séquence classique qui est un premier entretien de 45 minutes où nous abordons une série de questions dont je vais parler maintenant, qui vont répondre à cette question, je pense. Et puis, on fait généralement le processus de tracing qui dure 1h30. On remonte à l'origine de la problématique que nous voulons transformer. On libère les schémas désharmonieux. On reçoit une image de guérison qu'on peut vraiment ancrer petit à petit dans notre existence parce qu'on a réalisé ce qu'on veut vraiment manifester de tout notre être et de tout notre cœur. Le pardon a été conçu par le docteur Lascaux pour faire suite au processus de tracing, parce qu'il est très très fréquent que lors de cette introspection, si je puis dire, on réalise qu'on a été conditionné avec un certain schéma dont j'ai cité plusieurs exemples, et c'est toujours associé avec quelqu'un d'autre que soi-même. Nos parents, l'école, l'institution, enfin bref. Et donc le pardon vient compléter cette première guérison qui a lieu grâce au tracing. Et pour répondre à votre question, j'espère, nous débutons toujours un accompagnement avec 5 questions. Qu'est-ce qui est problématique dans votre vie aujourd'hui ? Je vais devoir être brève, parce que évidemment il y a des sous-questions, il y a un échange qui permet à la conscience de cheminer. Mais en résumé, c'est qu'est-ce qui est problématique dans votre vie aujourd'hui ? Pourquoi avez-vous l'élan ici et maintenant de transformer cela ? Je rappelle qu'il peut s'agir d'une problématique d'ordre physique ou émotionnel ou spirituel ou psychologique. Bref, tout. Après, ça commence à se corser. La 3e question, qui est en fait un tremplin vers la 4e AB. Sans vous juger, sans vous blâmer, comment pensez-vous contribuer ou avoir contribué à travers des choix ou des pensées à cette situation problématique
dont vous voulez vous libérer ou que vous voulez transformer aujourd'hui. C'est très important de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de soi. C'est une observation des schémas déjà. Et la conscience commence à cheminer et commence à être prête à répondre aux questions 4A, 4B. Même si cette situation est problématique, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire, d'être et d'avoir? Bénéfice secondaire en psychologie. Donc on peut observer ce à quoi on est attaché, quelle est entre guillemets la valeur de cette situation. Mais la question qui suit, elle est très importante. Qu'est-ce que cette situation, même si elle est problématique, vous permet de faire, d'être et d'avoir? Donc classiquement, ça me permet d'avoir une sécurité. Bien sûr, c'est toujours illusoire, mais ça donne une indication sur ce qui est important, sur les besoins. Quels sont les besoins? La sécurité, l'amour. En me maintenant dans cette situation, je conserve l'amour de mes proches ou de mon partenaire, de ma partenaire. Je continue à me conformer au rôle que j'ai pris. Donc je reste dans le moule. Ça me permet parfois, dans certains schémas, de rester, de pas faire de vagues, de rester discret, de pas briller ma propre lumière, etc., etc. Hein. C'est pas exclusif. Hein. C'est pas, oui, ma liste est loin d'être exclusive, exhaustive, pardon. Merci. C'est donc pas exclusif non plus. Et 4A et 4B. Non, je vais répéter la 4B. Quand on a réalisé cela, ce qui est très intéressant, c'est se demander ce que cette situation, même si elle est problématique, nous empêche de faire, d'être et d'avoir. La première, donc la question 4, elle est double. Et c'est ce double axe qui permet à la conscience de faire des réalisations très profondes. Qu'est-ce que cette problématique, même si cette situation, même si elle est problématique, vous permet de faire, d'être et d'avoir, et dans le même temps, une fois qu'on a réalisé tous les besoins, qui sont toujours des illusions, qu'est-ce que ça vous empêche? Donc typiquement, ça m'empêche de me sentir libre, ça m'empêche d'être moi-même, exactement moi-même, tel que je suis. Ça m'empêche d'être dans mon plein potentiel, de manifester toute la créativité qui est en moi mais qui ne peut pas s'exprimer. Et, 5e question, quand on a bien commencé à faire cette reconnaissance rationnelle à la fois de notre problématique, mais aussi finalement de nos aspirations très profondes, la question clé, si tout était possible, si vous n'aviez pas peur d'échouer, si un miracle pouvait se produire, qu'est-ce que vous voudriez vivre de tout votre être? Et là, pour le coup, on est vraiment dans le ressenti des énergies vitales qui attendent de s'exprimer à travers chaque être, parce que c'est vraiment un chemin éminemment singulier. Même s'il y a des énergies vitales, presque archétypales, il y a quand même toujours une énergie particulière, sachant que fondamentalement, l'énergie qui va guérir tout, c'est l'amour de soi. Il y a quand même dans notre cheminement des moments où on sent un élan qui est peut-être celui de se sentir plus en sécurité ou de pouvoir oser sa créativité, des choses comme ça. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, même si c'est vraiment potentiellement transcendantal, on reçoit aussi assez régulièrement des personnes qui reviennent faire un tracing. Mais comme je le disais, on n'est plus dans un besoin thérapeutique, on est vraiment dans un chemin d'éveil. Et de pouvoir revenir dans le monde avec un être qui est exactement, qui rayonne, qui n'est plus entravé par tous les conditionnements, par toutes les blessures, par tous les voiles. Est-ce que j'ai
ou vers des pistes de réponse. Oui, je pense que je comprends la question qui n'est pas formulée. Donc, oui, non, c'est très important parce que dans notre approche, ça rejoint un petit peu d'ailleurs la question qui a été posée par rapport à ce va-et-vient. Bon, le docteur Lascaux, dans son livre Pardon d'amour, a un chapitre entier qui s'intitule Le jeu de l'éveil. En fait, tous les processus du docteur Lascaux visent à faire ce que nous appelons le retournement de la conscience en soi. Donc, on ne projette plus à l'extérieur des attentes, quelles qu'elles soient, des attentes de réparation, des attentes ou de besoins qu'on veut combler, mais on revient, on retourne la conscience en soi, ce qui n'est pas simple, hein, c'est plus facile de projeter à l'extérieur. On revient en soi pour faire cette introspection, et les outils permettent vraiment de réaliser à la fois nos besoins, mais aussi ce qui entrave la réalisation de ces besoins, l'accomplissement de ces besoins, et on touche vraiment ce que nous voulons manifester de tout notre être. Donc on passe vraiment du non manifesté au manifesté à travers la guérison de nos conditionnements et de nos croyances qui entravent cette expérience dans l'existence, dans la conscience infinie, ou je dirais complète. La notion de complétude dans l'approche du docteur Lascaux, elle est vraiment fondamentale, et il dit que la médecine du futur, c'est la guérison par l'amour dans la complétude. Et nous aboutissons d'ailleurs tous les processus par ce que le docteur Lascaux appelle un processus d'amour inconditionnel, qui permet de réaliser vraiment que nous sommes simultanément la forme, l'être, ce corps incarné que nous sommes, et l'essence, la conscience pure qui se manifeste à travers cette forme que nous sommes. On est simultanément la forme et l'essence. Juste, parfois, on n'en a pas la conscience. Et le retournement de la conscience en soi permet de sortir ce qu'on appelle dans notre approche la troisième vague, où finalement on a même oublié qu'on est une conscience. On n'est que dans l'ego, on n'est que dans l'expression de soi sans interconnexion avec autrui, et a fortiori avec la source. Et on revient ensuite quand on commence à avoir conscience de ça, on peut revenir dans la deuxième vague, où là on réalise, et c'est probablement ce qui vous parle le plus sans doute, que on est constamment, pris entre la polarité dont on a beaucoup parlé depuis hier, dans ce que nous appelons la dualité, mais la dualité dans notre approche n'est qu'une illusion. Dès l'instant où on peut se réaligner avec ce qui est plus grand que soi, et qui bien sûr est complètement au-delà de la compréhension, on peut percevoir que cette illusion de dualité, comme je viens de le dire, est une illusion. Juste, ce sont tous nos conditionnements et les voiles qui se sont superposés suite à nos vécus et à la culture, l'éducation, etc. Tous les conditionnements entravent la réalisation que nous sommes cet être infiniment un, uniquement un et éternellement un, comme nous le disons à la fin du processus. Marie-Josée pourra en témoigner si elle le souhaite, la démonstration que j'ai faite hier. Oui. Je voudrais aussi donner la parole, si c'est possible, parce que ça fait plusieurs fois que je vois que Madame lève la main. Je reviendrai vers vous après. On a encore quelques minutes. Tu as un peu répondu. Tu as un peu répondu dans les autres questions, mais moi, ça fait à peu près une trentaine d'années, le privilège de l'âge, que je travaille sur un trauma qui est un trauma de naissance. Et j'ai le sentiment, dans ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il fallait voir, donc réaliser la problématique, la voir, puis
libérer la charge, enfin voir la charge émotionnelle ou la laisser sortir. J'ai le sentiment que je la vois et qu'il n'y a pas de charge émotionnelle, il n'y a plus de charge émotionnelle. Pour autant, il y a quand même des conditionnements qui font comme la moule sur le rocher, tu sais, qui me colle un peu à la peau. Et je me dis, si je sais déjà la problématique et si il n'y a pas la charge émotionnelle, est-ce que c'est faussé du coup? Est-ce que ça se transcende quand même? Est-ce que... Voilà, c'était ma question. Merci pour cette très belle question. Très pertinente, parce que le docteur Lascaux, étant gynécologue obstétricien, il a énormément observé les schémas qui s'enracinent alors même qu'on est dans le ventre de notre mère. Donc, oui. Dans notre approche, quand nous faisons le tracing, quand la personne, même si elle remonte in utero, ne ressent pas, on sait qu'on peut déjouer le mental qui maintient les émotions qui sont trop douloureuses pour être ramenées à la conscience. On a ce que nous appelons le phishing, qui permet de donner à la personne qui revit le processus l'opportunité d'observer. Bien sûr, ici c'est rationnel ce que je dis, mais dans le processus, tout se vit dans une conscience modifiée, donc ça vient spontanément. Mais quand même, la guidance du facilitateur, elle est vraiment essentielle. Et donc, on peut passer par l'observation de ce que la mère elle-même a vécu à ce moment-là, et de percevoir qu'est-ce que la mère ressentait, non pas par rapport à l'être qui vit le processus, mais par rapport à sa grossesse. Et du coup, on offre un espace à la personne qui reçoit le processus de pouvoir observer des émotions qu'elle ne peut pas ressentir parce qu'elles sont trop douloureuses, mais qu'elle a captées de la mère. Et en donnant cette opportunité, la personne peut lire à travers le regard de sa mère son ressenti personnel, ressenti de la mère, et réaliser dans le même temps qu'en fait, ce qu'elle ne peut pas ressentir, c'est exactement ce que la mère vivait. Ce que la mère vivait. Je ne vais pas y arriver, c'est mon premier enfant, je ne sais pas faire. La peur, l'angoisse de ne pas savoir faire, ou l'enfant arrive trop tôt, et donc il y a un épuisement qui est là. Et donc, bien sûr, c'est la faute de personne, on est d'accord, hein, il ne s'agit pas de reprocher quoi que ce soit, loin de là. Mais il y a tout un tas de circonstances qui font que, avant même de naître, on est conditionné. On a une lecture du monde. Il vaut mieux que je me fasse tout petit pour pas prendre la place, parce qu'en fait, si j'arrive dans cette famille où je suis pas attendue, où je suis attendue trop tôt, je vais être une charge, je vais être un fardeau, il faut que je me fasse tout petit. Par exemple. Ou la mère, parfois, malheureusement, voilà, n'est pas dans des circonstances favorables pour donner naissance, peut-être financièrement, ou peut-être par manque d'amour, ou d'une situation conflictuelle. Il y a 1001 raisons. Et j'en profite pour dire que, oui, ça c'est important aussi dans notre approche, on n'est pas attaché à l'information dans notre pratique. Parce que nous pensons que ça n'a pas d'importance. L'histoire, de toute façon, n'a aucun intérêt. En revanche, la compréhension des schémas qui nous ont constitués suite à cette histoire, ça c'est très important. C'est la raison pour laquelle dans notre approche, on donne très peu d'informations, on donne très peu d'enseignements, on est tout de suite dans l'expérience directe. Bon, ici je suis en conférence, donc je suis bien obligée de vous donner quelques informations, mais tout se passe dans l'expérience directe. Oui. Merci. Merci à ça. Et la suivante, à partir de quel âge vous accompagnez? Parce que justement, si on commence tôt, peut-être qu'on peut décristalliser des choses qui vont s'installer plus tard. Est-ce que vous recevez des enfants, ou est-ce que c'est trop tôt justement, ou voilà, plus on commence tôt, moins il y a de travail, peut-être. Oui. Alors, dans la mesure où notre approche vient d'un élan profond individuel, il n'y a pas d'enfants qui nous le demandent. Ils n'en ont pas besoin en plus. Mais ça nous arrive d'accompagner des adolescents, parce que là, il y a quand même déjà une prise de conscience, des choix de vie peut-être qui doivent être faits, ou des situations très traumatiques qui peuvent être transcendées.
Dans ce cas, on a toujours les parents qui sont présents pendant les processus, ou un des deux parents. Ça, c'est très important. Donc, on commence à avoir un accompagnement vraiment avec les parents ou un des deux parents et l'ado, mais c'est l'adolescent qui fait la demande et avec qui on est vraiment en relation Alors, je vais compléter ma question. prioritairement. Par exemple, si l'adolescence n'a pas conscience que cette prise en charge existe et qu'on la lui propose et qu'il dit oui, à ce moment-là, on peut l'envoyer quand même. Bien sûr, et on a toujours cette première séance où on fait les 5 questions, et du coup, ça permet à la fois au facilitateur de s'assurer que notre pratique est bien adéquate, parce que c'est pas toujours adéquat. Donc, on a aussi des limites, évidemment, dans notre approche, d'où l'importance de collaborer avec des psychiatres ou d'autres praticiens qui ont d'autres approches dont on sait qu'elles fonctionnent mieux que ce qu'on pourrait apporter. Mais bien sûr, au terme de ce premier échange, on fait une forme de contrat. Est-ce que la personne, adolescent ou adulte, a senti que c'est une piste qui lui parle ? Et dans ce cas, on poursuit l'accompagnement. Enfin, personnellement, et je pense aucun facilitateur, et le docteur Lascaux ne le faisait pas non plus, on s'engage jamais pour 10 séances. C'est séance par séance, et le rythme, il varie vraiment en fonction de la personne. Donc on avance vraiment pas à pas au rythme de la personne et en fonction de ses aspirations et peut-être même aussi de ses capacités financières. C'est aussi important. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais c'est vraiment une pratique qui permet d'ôter des conditionnements. Si l'enfant n'est pas conscient qu'il est conditionné, je ne pense pas qu'il y ait besoin Et en fait, de plus en plus, ils s'en rendent compte. Donc, je suis médecin généraliste, je reçois beaucoup d'ados, en fait, que j'accompagne régulièrement. Et je pense que cette méthode est parfaitement adaptée. Mais eux, ne sachant pas que ça existe, ne feront pas la demande. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce qu'on se dit, mais lui, c'est vraiment ce qu'il lui faudrait, puisqu'ils viennent avec cette demande, comment je peux me défaire de ça ? Ça, c'est très différent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je demande. C'est la base. Adapté à des... Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait. Je voudrais peut-être illustrer avec un exemple. J'ai été sollicitée par un papa très démuni face à une situation familiale vraiment douloureuse, en ce sens que son fils abusait de sa fille pendant des années. Enfin, il l'a découvert des années après qu'elle était abusée quasiment tous les jours. Et ils ont fait cette découverte parce qu'un jour, elle a été incapable de marcher, elle a été hospitalisée, et puis hospitalisée en milieu psychiatrique. Et grâce à l'accompagnement vécu avec les psychologues dans cette institution, elle a pu finalement dire ce dont elle était victime. Bon, grande avancée de pouvoir ne fût-ce que libérer la parole. Après, comment accompagner, ça c'est une autre question. Mais ce papa, je ne sais pas d'ailleurs comment, est arrivé dans mon cabinet avec cette demande d'accompagner sa fille. Et donc, en concertation avec les psychiatres et les psychologues de l'institution, on a travaillé ensemble et après un tracing, elle marchait. Je devrais mettre d'ailleurs son témoignage sur mon site, mais c'est tellement intime, c'est tellement profond que c'est pas quelque chose qu'on a envie de répandre. On a une pratique qui reste très confidentielle parce qu'elle est très profonde. Et on fait confiance à la vie pour que les connexions se fassent pour les personnes qui sont prêtes et désireuses. Et ça me fait penser à un stage chez toi et Séverine, Christian, chez vous, où, si vous vous souvenez, on a eu la chance d'avoir le docteur Lascaux pour quelques minutes, et une des participantes, donc c'était à la fin du stage, qui avait été assez transcendantale pour elle, a demandé au docteur Lascaux comment ça se faisait que sa pratique n'était pas si connue. Et il lui a répondu « It is known by you ». Elle est connue de toi. Vous n'avez pas entendu à partir de quel... Donc, je répète toute l'anecdote. Donc,
Vous aurez la captation pour tout réentendre. Donc, à la fin d'un stage, on a eu la chance de pouvoir avoir le docteur Lascaux et son épouse Sama en Zoom. Et une des participantes qui avait été assez transformée par le stage a demandé au docteur Lascaux, mais comment ça se fait que votre pratique n'est pas plus connue? Et le docteur Lascaux a répondu, It is known by you. Toi, tu la connais. La boucle est bouclée avec l'être exceptionnel que vous a présenté Christian et moi. D'une humilité déconcertante. Comment on est au niveau timing? Je pense que c'est le moment. D'abord, je voudrais demander à Sophie de se lever pour que vous puissiez l'identifier. Sophie me fait la grande joie de m'assister pendant les stages. Et donc, vous pouvez aussi lui poser toutes les questions que vous voudrez. Elle est aussi, bien sûr, facilitatrice agréée par l'association Lascaux. Donc, elle est tout à fait disposée à vous accompagner, comme moi, en séance individuelle, si vous le souhaitez. Et il y a aussi d'autres facilitateurs. Christine, Michel, Katia sont aussi... on fait toute la formation de facilitateur avec le docteur Lascaux ou avec moi. Et donc, vous pouvez aussi poser des questions si vous en avez. Comme ça, je ne serai pas la seule à être sollicitée après la conférence. Donc, moi, j'habite à Lyon. Mais en fait, j'ai fait ma formation par Zoom et j'accompagne je facilite les processus par Zoom. Ça pose vraiment aucune difficulté. C'est vrai que j'aurais pas imaginé ça avant, mais voilà, j'habite à Lyon, mais je pourrais habiter n'importe où ailleurs. Je pense que ça poserait pas de problème. Voilà. Possible de donner les noms. Vas-y, donc moi j'habite Grenoble, donc c'est pas très loin d'ici. Michel. Et j'ai connu donc le docteur Lascaux en 2013 et ça a été une évidence pour moi. J'ai participé donc à une conférence qu'il donnait à Romans-sur-Isère. Je suis allé le voir à la fin de la conférence. Je lui ai demandé de m'inscrire tout de suite au week-end suivant qui démarrait la formation. Ça a été vraiment magnifique. Le temps qu'il faut pour intégrer le processus pour soi-même avant de pouvoir le donner aux autres. Je m'appelle Katia et donc je suis dans le Périgord et je suis facilitatrice et puis je pourrais répondre à vos questions. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut plus en sortir. Hein. Lascaux, c'est magique. Christine. Merci. Donc, pour passer inaperçu une deuxième fois, c'est difficile. Hein. Donc, moi, je m'appelle Christine. J'habite près de Genève, en Suisse. J'ai connu le docteur Lascaux par un festival ou un congrès de Terre du Ciel où il a fait une conférence et je me suis dit, c'est pour lui que je suis venue. Donc, après, j'ai pu faire un stage... d'ouverture du cœur en Suisse. Et après, j'ai dû attendre pas mal de temps avant qu'il propose la formation d'ouverture du cœur guérisseur en Suisse. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie de la dernière volée qu'il a formée. Et ça, c'est vraiment... ça me donne des frissons, quoi. C'est vraiment... je suis pleine de gratitude pour ça.
Comment juste expliquer comment j'ai rencontré le docteur Lascaux. Oui, je voulais quand même dire quelques mots pour vous dire comment j'ai rencontré, moi, le docteur Lascaux. En fait, j'étais en formation. Enfin, j'ai présenté un projet professionnel parce que je voulais accompagner le changement. Et lors de cette présentation à un groupe, il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu connais le docteur Lascaux ?» J'ai dit non, pas du tout. Et en fait, je me suis précipitée pour voir qui c'était. Et j'ai su, en lisant des choses, que c'était vraiment là où je voulais me situer dans l'accompagnement. Et voilà, et après, j'ai fait des processus... j'ai rencontré Laurence, mais par Zoom, justement. Donc, j'ai découvert les processus et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, ça m'a tellement transformée que je me suis dit, voilà, je sais comment, dorénavant, j'accompagnerai. Donc, j'ai fait la formation de facilitatrice. Voilà, et je sais que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est une très belle conclusion. Merci Sophie.